Bonjour Philippe. Bonjour Lionel. Merci d'avoir accepté de nouveau ce rendez-vous du Club Lamartine qui est diffusé, comme tu le sais, sur Facebook, sur YouTube, ainsi qu'aujourd'hui, on peut l'écouter en podcast sur iTunes, Spotify et Deezer. Merci encore Philippe d'avoir été le premier à avoir accepté ce rendez-vous originel pour le Club Lamartine et d'être invité régulièrement pour analyser la politique et aussi la situation plus globale de l'actualité française. Philippe Riet, tu es journaliste politique depuis de nombreuses années et tu as une longue expérience du milieu politique. Euh, Nous avons échangé depuis 3 rendez-vous sur la stratégie politique et sanitaire du gouvernement et plus particulièrement d'Emmanuel Macron. On a pu échanger différentes opinions, on n'était pas toujours d'accord. En janvier dernier, Emmanuel Macron a refusé de reconfiner contre l'avis du président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, qui avait annoncé un pic du variant anglais à la mi-mars, après avoir analysé ce qui s'était passé en Angleterre, et avait été rejoint quelques temps plus tard par la directrice de recherche de l'INSERM, Victoria Colizza. Et voilà Hmm. que il y a quelques temps, quelques heures, Emmanuel Macron a décidé de reconfiner 10 départements en France. Emmanuel Macron a-t-il perdu son pari? Alors Emmanuel Macron, non, c'est Jean Castex. Tu auras remarqué qu'il n'est pas intervenu cette fois-ci. Qu'à Ouais, l'inverse du 30 janvier, où il était intervenu, où effectivement il était logique de dire pour la première fois, il faisait une rupture par rapport à sa doxa qui était de ne pas reconfiner, hein, et d'adopter une nouvelle stratégie. Et là, justement, il se cachait, hein, comme on dit les polémistes, hein, il se cachait, il était à l'abri, hein, il n'est pas apparu, hein, et donc il a mandaté le Premier ministre et le ministre de la Santé de parler à sa place. Même si aujourd'hui, il y a quelques heures ou quelques minutes, il vient à l'occasion d'une interview dans le cadre d'une manifestation sur la francophonie de laisser entendre que déjà, il a parlé un peu querelle sémantique. Il a dit qu'il ne fallait pas parler de reconfinement. Ce n'était pas un confinement. La stratégie, c'était freiner tout en laissant ouvert un petit peu, beaucoup plus les gens dehors, etc. Freiner. Mais il n'a pas parlé de reconfinement, comme si son Premier ministre et le ministre de la Santé avaient inventé une nouvelle formule, une troisième voie hybride, ni le confinement printemps 2020, ni celui d'octobre-novembre. Comme si les Français partageaient en fait une nouvelle expérience euh, avant d'atteindre le bout du tunnel, hein. Rappelle-toi, il y a quelques semaines, hein, on parlait du bout du tunnel, on parlait d'un retour à la d'une sorte. normale au mois d'avril. Ouais, mi-avril, hein, de retour à la normale. Et puis même, dans les jours derniers, le gouvernement négociait avec les différentes corporations, de socio-professionnels, de magasins, et cetera, dans le monde de la culture, et cetera, pour, préparer des protocoles de sortie et de déconfinement. Voilà. Donc, bah, tout ça, donc il y a 2 communications qui se sont heurtées, télescopées et rattrapées par, sans doute de très mauvais chiffres, des tendances, haussières, des principaux indicateurs et puis surtout des caractéristiques, on y reviendra peut-être de ces nouveaux variants, ben, pour faire une espèce de tête à queue et pour revenir sur, ce que l'exécutif disait fin janvier. Donc là, il y a un nouveau discours, en essayant d'écrire une nouvelle page, hein, un peu particulière et que les gens soient moins pénalisés au quotidien dans leur vie quotidienne, hein. D'autant que ça s'applique qu'à une partie du territoire, hein. Bon, même si ça pourrait s'étendre à d'autres départements si la situation devait se détériorer chez eux. Mais effectivement, il y a une grande l'accent est mis sur, des sorties facilitées, en termes de temps, en termes d'heures passées. C'est-à-dire qu'on peut à la limite, profiter de ce il est difficile effectivement de parler de reconfinement quand avec muni d'une attestation, on peut à peu près faire ce qu'on veut en termes de promenade, d'activités sportives, d'accès aux magasins, essentiels, dans un espace, dans une superficie limitée à 10 kilomètres. Oui, on peut même aller chez le coiffeur et a priori chez le fleuriste. Alors, fleuriste, c'est peut-être pas encore défini, encore précisé. À l'heure, oui, effectivement, à l'heure on parle, mais j'ai cru Le comprendre. coiffeur, ça a l'air accessible, hein. Mais tu Oui. n'as pas l'impression qu'on essaye de trouver des nouvelles formules pour éviter de réutiliser le reconfinement? Alors, bien sûr,
que si les gens étaient confinés comme en mars dernier, ça serait insupportable. Je pense qu'on aurait déjà le niveau, a priori, de consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs est en train d'exploser. Bon, la France était habituée à cette malheureuse situation en termes de consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, mais j'ai l'impression à chaque fois qu'on essaye on invente une nouvelle politique, on est dans le storytelling pur, quoi, en fait. Ouais, surtout ce qui me frappe, c'est qu'en fait, le grand argument de l'exécutif, c'est de dire: «On prend des décisions de manière pragmatique au fur et à mesure de ce que l'on sait» et que donc l'exécutif a ruiné un petit peu hier l'idée qu'il se serait trompé en ne reconfinant pas plus tôt, c'est-à-dire en ne suivant pas ce que lui recommandait le professeur Delfrécy. Alors qu'effectivement, les attaques du monde médical et d'une partie de l'opposition est de dire: «Ah, avant que le plateau ne se maintienne à un niveau très haut, des cas contaminés, il fallait donc peut-être, il y a un mois et demi, reconfiner», surtout dans une période où c'était plus facile, c'était l'hiver, on n'était pas au printemps et donc là, on cassait quand même violemment les courbes, hein, pour, finalement sortir un peu en sifflet de cette propagation du virus. Donc il y a 2 stratégies, hein. Il y a une prendre à témoin l'opinion en disant: «Ah, on n'a pas voulu vous brutaliser, on n'a pas voulu suivre les méchants médecins qui voulaient vous enfermer, l'hiver, alors que les journées sont courtes, dès le mois de février» et puis on ne sait pas comment ça serait passé par la suite, hein, effectivement. Et puis l'autre stratégie qui était de dire: «Bon, bah, on on reconfine, on renferme que si vraiment la situation se détériore et devient hors de contrôle». Alors j'insiste aussi sur un point, elle n'est peut-être pas devenue hors de contrôle comme elle l'était les 2 premières fois, mais ce qu'il y a de nouveau dans ces variants du virus, c'est qu'en fait, le problème se concentre sur les réanimations et qu'autant les autres fois, les réanimations, vous aviez un turnover, c'est-à-dire des gens qui libéraient des chambres malheureusement parce que c'était souvent des personnes très âgées, donc qui ne restaient pas 15 jours en réa et qui souvent mouraient dans cet espace de 15 jours. Là, on a beaucoup moins affaire à des gens très âgés, on a affaire à des gens qui sont en meilleure forme, qui ont Ils sont des plus gens entre jeunes. 50, 60 ans et cetera, qui n'ont pas des comorbidités et qui finalement résistent beaucoup mieux, pour une quinzaine de jours en réanimation. Donc ça bloque un petit peu les lits et puis second aspect, aussi, oui, non, ça c'est le principal aspect, oui, je voulais souligner. Non, second aspect, c'est qu'en fait, toute la stratégie qui était d'exfiltrer des patients pour les envoyer dans d'autres régions, ben, rappelez-vous ce que disait le Premier ministre, à savoir qu'il y aurait des centaines de patients qui seraient évacués de la région parisienne vers d'autres régions. Ben ça a lamentablement échoué parce qu'au-delà de quelques cas, d'une vingtaine de cas, les familles se sont opposées et maintenant elles ne subissent plus, elles veulent choisir de garder leurs parents, leurs patients, à proximité et elles ont refusé les évacuations. Donc ça bloquait définitivement là la situation en région parisienne et c'est ce qui a provoqué la décision d'hier. Et c'est compréhensible que les gens veuillent garder leurs proches auprès d'eux. Ça, c'est. Oui, Mais la situation, elle s'annonce encore plus compliquée. Je regardais les chiffres là, juste avant qu'on se retrouve. Il y a trois seuils qui ont été créés. Le seuil d'alerte à 50, le seuil d'alerte renforcé à 150 cas pour 100 000, le seuil de 250, alerte maximale. Alerte maximale, en Italie, ils ferment les établissements, ils reconfinent. Nous, on a créé un nouveau seuil, là, il vient de créer un nouveau seuil à 400. Là, ce qui fait les départements qui ont été confinés. Mais si on regardait, si on revenait au seuil d'alerte maximale, c'était vraiment 250? le 250, il y aurait 12 départements supplémentaires. L'Orne, la Moselle, l'Aude, le Rhône, le Doubs, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie, les territoires de Belfort. Bah, si vous voulez, c'est la même logique que ce que je vous disais, que ce que je disais précédemment, c'est on referme, on confine que dans une situation vraiment, rouge foncé quoi, rouge vif, rouge écarlate et le rouge écarlate, il a été fixé à 400. On ne peut pas exclure qu'une partie de ces 12 départements, si la situation continue à se détériorer, passe au rouge écarlate, hein, et s'ajoute dans les semaines prochaines à la liste.
des, Oui, des 2 régions et des 3 départements qui ont été choisis. parce que dans Voilà, les mais bon, c'est la même logique, c'est on ne fait pas de confinement par anticipation, on fait un confinement à un moment où on ne peut pas faire davantage. Et puis je pense qu'ils doivent tenir compte aussi des autres paramètres qui sont dans ces départements, leur capacité, hospitalière. mmh. Moi, yes, là, cette semaine, on a vu les chroniques Retour vers le futur chez Le Quotidien. Un an s'est passé, je sais plus, je crois, sur BFM. C'était l'anniversaire, oui, C'était du l'anniversaire, ce malheureux oui, anniversaire. Euh, oui. Il y a quand même un truc qui me choque. En tout cas, je voudrais avoir ton avis là-dessus. C'est quand même les Jérôme Salomon et Olivier Véran qui l'année dernière nous disaient que les vaccins, pas les vaccins, mais les masques, ça servait à rien, qu'on ne pouvait pas les porter, que tatati, tatata, et qui sont toujours en poste. Il y a un moment, ces deux personnages, on nous ont dit tout et le contraire depuis un an. Quelle est la crédibilité aujourd'hui de ces deux personnes qui dirigent cette action, quoi? Après Bon, le chaos des. alors elle est effectivement très, très entamée, mais tu me diras, bon, d'abord, il y a un point, c'est que quand il y a une tempête, quand il y a un coup dur, bon, il est assez exceptionnel que les titulaires de ces charges, tombent. C'est arrivé, je crois, dans un ou 2 pays européens. Mais il y a eu beaucoup de ministres de la santé qui ont été contestés, hein, dans certains pays, pour des choses un petit peu analogues, hein, et finalement qui sont restés. Regarde aussi comment le fameux docteur Fauci a été contesté, par l'équipe Trump et puis il est resté. Là, c'est pour une situation inverse. Oui, Lui c'est la disait situation plus inverse. la vérité et cetera. Ouais. Mais donc c'est pour insister sur la résilience des titulaires de postes à ces fonctions. Il faut vraiment en faire beaucoup. Il ne faut pas rajouter la crise à la crise, et notamment dans ce secteur. Après, il y a 2 cas. Tu parles du professeur Salomon et du ministre Véran. Professeur Salomon, il a lui-même été inquiété dans une première affaire suite aux enquêtes qui ont été faites sur le premier confinement, etc. Et donc lui-même, concernant l'affaire des masques, effectivement son nom a été cité et il n'aurait pas eu une attitude irréprochable. Bon, on aurait pu le sortir à ce moment-là. Il n'est pas sorti, peut-être parce qu'il doit être très difficile à remplacer et qu'effectivement, heu, il était à la tête d'une administration qui se défend, qui est presque un État dans l'État, beaucoup plus que le ministre, et que l'administration de la santé, c'est vraiment pire que la police. Autant un ministre de l'intérieur peut virer un préfet de police, et encore il le fait difficilement, hein. Confère l'allemand, il est toujours là, hein, il devait partir aussi. Autant je pense que là, ça va être encore plus compliqué, parce qu'il bénéficie de soutien. Il a des amis, des ennemis, mais il bénéficie de soutien. Bon, mais vis-à-vis de l'opinion, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, il ne peut pas y avoir une très grande confiance qui se construit par rapport au professeur Salomon. Quant au ministre de la Santé, c'est un petit peu la même chose, même s'il bénéficie d'une meilleure image, d'abord par rapport à son prédécesseur. On a déjà viré un ministre de la Hmm. Santé, et qu'à l'aune de la comparaison avec son prédécesseur, on a l'impression d'avoir un génie. Je caricature, Oui, mais il y a oui. un petit peu de ça. Parce qu'on a déjà brûlé un ministre de la Santé, Madame Buzyn, Agnès Buzyn. Et que Qui est à l'OMS il y a maintenant. un second aspect qui est en sa faveur, c'est qu'il compense une espèce d'orgueil, de contentement de soi, d'assurance. On a l'impression qu'en même temps, qu'il a un très grand dynamisme, qu'il a une capacité à ingérer les boas et les couleuvres d'une manière assez exceptionnelle, et que quelque part, je le sais pour en avoir parlé à beaucoup d'élus de tous bords qui le croisent, et cetera, il, il- il est très critiquable, mais il a une espèce de pêche, je dirais, et de vigueur, et puis quelque part, alors là, je me fais dans l'anecdote, même son côté, rappelle-toi la vaccination, et cetera, on a l'impression qu'il a un côté un athlète. C'est un boxeur, il a dit qu'il faisait de la boxe, et cetera. Donc c'est construit aussi une image antipathique d'un type qui peut dire tout et n'importe quoi, mais qui est quand même au-dessus du lot, un peu hors du commun, qui a la niaque, qui accuse les coups et qui sait réagir et qui sait décocher, quoi. Voilà, il est toujours là, et puis il ne doit pas y avoir forcément
de plan B, hein, si facile à trouver. Voilà. Mais quant à l'accueil par l'opinion et quant à la communication de ces 2 personnages, effectivement, elle peut être que déficiente, elle peut être que douloureuse, elle peut être que compliquée. Mais là, tout le monde est embarqué à ce moment-là. Si on vire, bon, Salomon, ministre de la santé, pourquoi pas le Premier ministre, pourquoi pas, enfin rien ne va. Non, Bon, mais alors après, il ne faut pas faire trop d'ethnocentrisme, trop penser qu'on est unique, que la France, elle est pire responsable. Et dès qu'on non. s'intéresse un peu à la situation d'autres pays, on voit qu'il y a des contestations. Bon, il y a quelques cas comme le docteur Fauci, professeur Fauci aux États-Unis, de gens qui sont très appréciés, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont très, très critiqués, y compris des ministres. Là, je critique, je fais par rapport comment dire, des déclarations. Des Oui. déclarations que les deux sont médecins, les deux auraient pu d'entrée de jeu dire bah oui, il faut confessez-vous, créez-vous des masques, même si 15 jours, un mois après, au moment où les masques seraient arrivés, ils auraient pu très Ouais, bien mais dire Lionel, on est quand même en démocratie. Les oppositions, les partis d'opposition n'ont pas demandé à proprement parler sa démission, hein. effectivement, C'est c'est vrai. resté marginal, avec peut-être même, même chez Marine, même au RN, etc. Enfin bon, il n'y a pas eu un appel à la démission, il n'y a pas eu de pétition, il n'y a pas eu Non, non. sur .org, il n'y a pas eu un mouvement de foule, il n'y a pas eu des manifestations. Enfin bon, ça Oui, oui. s'incarne aussi à ça, hein. Mais peut-être, je soulèverais une question. Est-ce que si ça avait été Madame Buzyn, encore au ministère, il n'y aurait pas eu sa démission? On l'a fait démissionner pour moins que ça, quand même. Oh, ben non, mais c'était aussi quand même l'incompétence, c'était aussi pour moins que ça, non, pour moins que ça. Non, non, pour moins que ça, pour moins que ça. Non, elle, c'était quand même, elle était comme un, elle intervenue un peu comme un cheveu sur la soupe. Elle laissait entendre que Heu, elle était au courant et non, non, on était au tout début de la crise, et donc on s'est aperçu qu'elle avait pas eu assez d'autorité personnelle. C'est un peu l'inverse de Véran. Elle avait pas eu assez d'autorité personnelle pour persuader le président et l'administration et l'exécutif qu'il fallait faire quelque chose, quoi, et que donc elle était allée se tirer, pour être candidate à la mairie de Paris. Donc ça n'a rien à voir. Véran, au contraire, il dramatise tout. Je caricature, mais il voudrait Oui, qu'on soit oui, confinés, beaucoup plus. oui. Et il était partisan de la méthode de confinement. Donc, et puis il est toujours médecin. Il est un médecin qui est enfin, il est neurologue. Alors, elle est dans l'administration de la santé, beaucoup plus que. On sent quand même le côté médecin. Ça se sent. Il a un contact, il a une manière caressante de voir les malades. On sent que le stéthoscope, il manie, quoi. Madame Buzyn, on a l'impression que c'est une autorité de la santé, mais elle a certes été médecin, mais c'est une grande. Elle est dans l'administration de la santé. C'est très différent. Puis elle a fait vraiment trop de boulettes. Alors, dans cette polémique, entre guillemets, du confinement de Paris, il y a eu pendant quelques jours la polémique Hidalgo, on va dire, Oui, où elle avait annoncé, où elle avait fait faire annoncer par son premier adjoint qu'il fallait un confinement 7 jours sur 7, en tout cas pas un confinement exclusivement le week-end. Et du coup, elle avait décroché de plusieurs points dans les sondages, mais eh bien pour moi, elle a gagné hier. voilà, et ben voilà, elle avait perdu, et elle a gagné. Alors ça, Alors, c'est de la politique, elle c'est le la crie magie de pas la trop fort politique. sur les toits, mais c'est un succès paradoxal de Madame Hidalgo, qui elle avait demandé de manière un petit peu caricaturale, même un confinement de 3 semaines, hein. On avait dit ensemble, je crois que 3 semaines, ça ressemblait à rien. C'était 4 semaines, plus Ouais, 2, c'est mais pas ça. 3 semaines. Mais un confinement total. Après, quand l'exécutif était tenté de faire un confinement uniquement sur le week-end, s elle était partisane plutôt d'un confinement toute la semaine. Et puis, autre point, tu auras remarqué que dans le plan du gouvernement, on insiste beaucoup sur l'accès aux jardins, l'accès aux zones vertes. Tout ça reste très ouvert. Et on peut se rappeler qu'il y a un an, ces jardins, ils étaient fermés. Et il y avait Oui, une bataille, une guerre de tranchées entre l'exécutif qui ne voulait pas qu'on réouvre les jardins et la maire de Paris qui voulait qu'on les ouvre. Donc, elle a gagné sur toute la ligne. Paradoxalement, même si l'opinion ne le sent pas bien, mais le moment voulu, elle pourra le dire. Elle a gagné en creux et elle pouvait d'autant plus gagner que l'exécutif, pour faire passer ses mesures, dès lors que l'opinion est beaucoup moins
facile à convaincre, hein, sur un 3e confinement. Il fallait quand même que les élus locaux, c'est-à-dire madame Pécresse d'un côté et madame Hidalgo, ne prennent pas le taureau par les cornes pour s'opposer bruyamment à ce plan. Et là, tu auras remarqué que c'est silence radio quand même Oui. depuis hier. C'est finalement, on a dû passer de longues heures à finalement à négocier et à se retrouver sur ce qui a été décidé à la grande satisfaction, je crois, de madame Pécresse et qui était aussi plutôt pour un confinement, de semaine, hein, et pas simplement, de week-end. Le week-end, ça aurait été d'abord de peu d'impact et en plus très difficile à contrôler. Et puis, bon, c'était vraiment, métro, boulot, dodo et puis, la semaine vous travaillez et le week-end vous êtes enfermés. Donc par rapport à un public de gauche entre guillemets et bobo de madame Hidalgo et par rapport à un public de droite qui aime bien partir, en week-end ou qui aiment bien aussi sortir le week-end, c'était absolument ingérable au niveau de l'Île-de-France. C'était vraiment stupide. Et donc là, je pense que quelque part, l'exécutif a rejoint un petit peu ce que préconisait Madame Hidalgo et que finalement la boulette, ben, elle est ainsi de Madame Hidalgo et de la mairie de Paris et d'Emmanuel Grégoire, elle est de la sorte largement surmontée à mon avis. Oui, alors du coup, on peut penser qu'elle va est-ce qu'elle va on va lui créditer d'après toi, d'avoir gagné? Oui, enfin, je sais pas à quel moment ça va être utilisé dans le débat public, mais je pense que oui, enfin, on va voir dans les jours prochains. Enfin, sur les 3 points que je viens de décliner, hein, le confinement 7 jours sur 7, l'abandon du week-end et puis l'ouverture des zones vertes, enfin, ça, c'est très écolo, hein. À remarquer que les Julien Bayou, les Verts aussi sont très trouvent que c'est pas mal, hein, qu'il fallait prendre des décisions, hein, assez dures, hein, en Île-de-France, hein. Donc là, quelque part, ça ressoude aussi Hidalgo et les Verts, donc ça lui donne la main. Oui, oui, enfin après il y aura d'autres facteurs, ça sera vite oublié. Enfin après il faut voir comment évolue d'abord la surveillance de ce 3e confinement, hein, voir, comment ça va faire. Bon, je m'attends aussi à ce que dès qu'il y aura une belle après-midi, sans doute pas ce week-end, mais qu'il y ait de l'affluence à nouveau sur les quais de Seine et que dans certains endroits et qu'il y ait à nouveau la police et des forces de police pour un petit peu disperser, pour éviter les attroupements. Mais là, je pense que tout le monde sera de concert pour dire que c'est pas raisonnable de se retrouver rue de Bussy entre 18 h et 19 h pour boire un coup. Ça, je pense que très vite, ça sera à nouveau réprimé. L'accès aux quais de Seine ou certains endroits, voilà, dès qu'il va faire beau. Le problème, ça sera sur ce mois et ces 2 semaines, parce que pour moi et d'après mes informations, ça sera plutôt six semaines. Comme à chaque fois. Ça sera comment avec le printemps, les beaux jours, les jours plus longs, ça va pouvoir être respecté et admis, quoi. Bon, on en reparlera, très On en prochainement. reparlera, ce sera sûrement l'objet d'un De nouvel choses. échange entre nous. Effectivement, il y a un effet, collatéral quand même Oui, c'est, les départementales et régionales, où on en parle, très fréquemment ensemble. On en avait commencé à entendre une petite musique qui disait qu'éventuellement, depuis le début de l'année, qu'il y avait une réflexion sur, le fait que cette élection au mois de juin n'était pas très cohérente, en tout cas par rapport à la crise sanitaire. Et voilà que ce bruit est de plus en plus fort et qu'on parle plus de juin, je crois que c'était le 13 et le 20 juin, sauf erreur de ma part. Bah, on commence à parler de septembre. alors le on, je dirais 2 choses. Le on, c'est d'abord un phénomène médiatique. C'est un journal qui s'est saisi de l'info et qui l'a traité de manière très offensive. C'est Le Figaro, hier, hein, par une alerte en disant: l'exécutif a remis sur la table la possibilité d'un ajournement des élections. Voilà, et il feuilletonne depuis 24 heures. Mais la plupart des autres journaux n'ont pas embrayé, sont pas d'accord, y compris hier soir LCI, le chroniqueur là qui fait des indiscrets, Insomniac, qui s'est violemment heurté justement à Tréhard du Figaro, qui était justement qui reproduisait un petit peu ce que disait son journal et donc le journaliste de LCI lui disait que ça lui paraissait assez insensé. Ouais, moi je considère que c'est quand même, mal parti pour un décalage de ces dates, dans la mesure où, en plus de notre exception française pour tout un tas de sujets, on serait quand même le seul pays à empêcher les gens d'aller voter, alors que
le week-end dernier, ont voté pour les législatives dans les Pays-Bas, alors qu'on a voté le week-end dernier dans 2 États d'Allemagne et ainsi de suite, et qu'il n'y a pas eu beaucoup de pays où les élections ont été différées. Voilà. Nonobstant la participation, et cetera. Bon, ça, c'est un premier point de difficulté pour un exécutif à s'asseoir un peu sur à piétiner le rendez-vous démocratique. Alors qu'on vote, on a voté en Israël, on a voté dans plein de pays, hein. Bon, en Israël, il y avait de meilleures conditions sanitaires, mais dans certains pays d'Europe. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, d'après mes informations, d'après des proches quand même de ce qu'on appelait autrefois le château, on dit moins le château, on dit la, la firme, la firme, c'était du temps de Nicolas Sarkozy, mais on emploie moins ces mots, hein, Oui, en c'est vrai. parlant de l'Élysée, hein. C'est encore plus personnifié, c'est Macron, on dit, l'entourage de Macron, mais on dit moins le château, on dit moins le, soit dit en passant. Bon, on me dit, ces gens-là me disent que en fait, l'Élysée souhaiterait quand même plus, dès lors qu'ils s'attendent à un mauvais résultat, qu'il vaudrait mieux quand même enjamber ce scrutin, le faire dans les conditions, même s'il n'y a pas beaucoup de participation. En gros, se prendre une bonne tôle et puis après voir être libéré de ça pour aborder la rentrée, la dernière année pré-présidentielle. Parce que si tu fais des élections, si tu organises des élections au mois d'octobre, ça va pourrir la rentrée. Et puis, il y a un second aspect de compte de campagne. Pour la présidentielle, le compte de campagne présidentielle, c'est un an avant. Donc, à partir du mois de juin, juillet, pour les candidats, tout est calculé, leurs dépenses, etc. Et si tu organises des régionales, ou mettons Xavier Bertrand, ou d'autres, même dans d'autres partis, bon, à la fois son candidat au régional et à la présidentielle, ça va être très compliqué pour les comptes de campagne. C'est un Mm. truc qui est très, très désagréable. Compte de campagne pour la présidentielle, c'est un an avant. Et là, voilà. Donc, On sait que et c'est puis il y a, compliqué. Les, ah, ça les va être comptes, compliqué. les comptes de Ouais. campagne. Et là, je pense que c'est des limites. Oui, Ce sont deux limites. Cette histoire de compte de campagne et ce côté, ben, débarrassons-nous-en de ce scrutin, parce qu'en fait, comme ça, on aura une année blanche. Enfin, on aura une rentrée, on aura d'autres soucis à la rentrée. On ne va pas se redisputer pour des scrutins départementaux et régionaux au mois d'octobre. Voilà, je pense que ça sera difficile pour l'exécutif de surseoir. Bon, il peut y avoir un cas de force majeure où tout d'un coup, le variant devienne très toxique, hein, ces variants, et qu'on n'en sorte pas, hein, et oui. que le pays soit en pleine déprime. Voilà, mais ça va être un. Toutes les oppositions vont se liguer contre l'exécutif pour demander le maintien des dates. Effectivement, on avait, lors de notre dernier rendez-vous, on avait parlé du fait que l'exécutif essayait d'enjamber déjà les régionales et les départementales parce qu'ils n'y sont pas très, très favorables. Sauf erreur de ma part, en plus, en septembre, il y a des sénatoriales, non? Non, elles sont passées, les sénatoriales. Non, il n'y a pas de sénatoriales. Il n'y a pas de sénatoriales. Elles étaient il y a 2 ans et c'est tous les 3 ans. D'accord, ok. Non, non, il n'y a pas de sénatoriales. Autre sujet qui, quand même, effectivement, on a parlé, la présidentielle. On voit Oui. François Hollande tout azimut. Il y a deux candidats, deux personnes qu'on voit vraiment tout azimut. C'est Yannick Jadot et François Hollande. D'après toi, l'un et l'autre ont une chance ou Alors, on les voit beaucoup. D'abord, François Hollande, bon, dont on dit beaucoup qu'il ne fait pas trop recettes à la télé, mais il a fait recette sur Twitch. oui, Et il a eu de meilleurs résultats que d'ailleurs le Premier ministre qui intervenait 4 jours plus tard. Même si Jean Castex s'est pas mal défendu. Il a été un petit peu banal, mais il a pris le costume. Enfin, pas tellement le costume, il a enlevé la veste, justement. Il a laissé la chemise ouverte, mais il n'a pas fait de cagade, comme on dit chez moi dans le Sud. Ça n'a pas été, on n'a pas parlé des loupés de son Twitch. Bon, alors que François Hollande, bon, bah, il a su beaucoup plus manier ça, le ton des petites blagues, tout ça, c'est bien passé. Bon, et puis il y avait plus de choses à dire, quoi. Il était moins coincé que Jean Castex. Non, François Hollande, c'est toujours, voilà, il veut intervenir, il veut peser dans le, il veut peser dans le, ouais, dans le débat public, hein. Il veut peser, mais bon, il n'est pas tellement, il est pas ravi de grand chose, hein. Je pense qu'il cherche surtout à ce que son successeur soit battu ou soit démonétisé ou ne puisse pas se présenter.
Clairement, il veut se venger de lui. Ah, Alors, tu je penses que pense pas c'est qu'il proche patte? veuille je pense pas qu'il veuille que Marine Le Pen l'emporte, hein, ça certainement pas, mais je pense qu'il fera, éventuellement tout pour favoriser une alternative, qui déstabiliserait Macron. Si elle vient de la gauche, tant mieux, hein, Mmh. avec Hidalgo, même si c'est pas forcément sa tasse de thé, ou Hidalgo ou quelqu'un d'autre, avec un vert, mais je sais pas lequel, voire avec la droite, mais il cherchera avant tout à voter, à faire échouer son Macron. Mais je sais Ouais, pas selon quel scénario. Mais ça, on en reparlera dans ouais, de futures rencontres. Quant c'est à vrai. Yannick Jadot, ouais, il est présent avec quelques limites, certes, portées par un courant, hein, très écologique dans la population, par la discussion au parlement d'ailleurs du texte, hein, sur l'écologie, hein, suite à la convention citoyenne, avec la perspective peut-être d'un référendum, hein, sur la fameuse phrase, si, qui interviendrait, à l'automne justement, si tout d'un coup, assemblée, sénateurs Assemblée, Sénat se mettaient d'accord sur la bonne petite phrase à rajouter, à la Constitution. Mais est-ce que le Sénat fera ce cadeau au gouvernement? Ça, on verra, ça m'étonnerait. Mais bon. Donc il y a une petite musique qui le soutient. Mais je pense que Jadot, il est quand même fragilisé par les tensions qu'il y a dans son propre camp, hein, avec Éric Piolle. Il a beaucoup d'ennemis intérieurs et d'autres. Et puis je pense qu'il est aussi affaibli par quelques polémiques qui certes sont pas très importantes sur, certaines municipalités vertes, mais qui ajoutées les unes aux autres, font désordre et n'accréditent pas l'impression qu'il y a un courant uni et surtout de gens qui seraient à même, responsables, à même de gouverner la France. Ouais, toi, tu vois plutôt un accord avec ou Mélenchon ou Ah non ah avec non, pour le la PS. présidentielle, je vois un accord, je sais pas. Il peut y avoir, mais enfin, je pense qu'il va y avoir des, on en a déjà parlé ensemble. Mm. Je pense qu'il va y avoir des appels de personnalités comme François Hollande, comme, Najat Vallaud-Belkacem, peut-être de syndicalistes, peut-être de Clémentine Autain chez les Insoumis. Je pense qu'à l'automne et en fonction des sondages qui vont montrer que je crois que Marine Le Pen, elle a peut-être pas fini d'augmenter. On ne peut pas exclure qu'en septembre, dans certains sondages, elle l'emporte. Elle l'emporte d'un chouïa face à Anne Hidalgo, hein, 51-49 dans un sondage Ah, qui a j'avais pas été vu. opposé à Anne Hidalgo. C'est sorti avant-hier. Mais elle est à 53-47 ou 53. Bon, pas impossible que tout d'un coup, elle passe, hein, voilà, qu'il y ait des sondages qui tétanisent quand même la classe politique. Et que là, ça pousse à des grandes voix Mm. à prôner un rassemblement autour de candidatures, uniques. Et je pense que les régionales, avec ce qui va se passer dans les Hauts-de-France, j'attire ton attention sur ce qui se passe dans les Hauts-de-France avec cette candidate, Karima Delli, verte, qui a Ouais. fait l'union entre Mm. les Insoumis, le PS, le PC, et il répète un petit peu ce qui s'est passé à Marseille avec le printemps marseillais. Ça, c'est le printemps des Hauts-de-France. Et là, ça, c'est assez impressionnant. Et puis, j'attire ton attention sur la qualité de cette personnalité verte, qui, à l'inverse de Jadot, est aux affaires depuis longtemps. Elle est députée européenne depuis au moins 2 mandats. Et elle est présidente d'une commission des transports au Parlement européen. Et les transports, c'est un des domaines où les Verts sont les plus légitimes et sont les plus admis par l'opinion publique, améliorer les transports, la mobilité, etc. Ils ont vraiment un discours qui est moins clivant que sur le nucléaire, qui est moins sujet à bataille rangée. Elle est très compétente, et puis comme personne, je t'invite à l'entendre, à l'écouter quand elle interviendra à la télé ou à chercher des sons, des vidéos. Elle a un côté pour moi très inclusif, comme on dit chez les démocrates américains, elle me fait penser à Kamala Harris. Voilà. D'accord. Parce elle a une espèce de gaieté, de positivité et d'espèce de percussion, d'explosivité. Et que on n'avait pas vu ça encore. Enfin, si, on a vu dans le passé. Dominique Voynet, Marie-Christine Blandin. Souvent, le combat vert a été porté avec succès par Marie-Christine Blandin dans les Hauts-de-France. Elle a été présidente de région, hein, Mm. il y a une quinzaine d'années. Hein, attention, il y a un grand passé. Et là, on voit trop d'hommes verts, de petits et grands hommes verts qui se disputent, qui s'empoignent. Elle, c'est un nouveau visage féminin. Je pense qu'il faudra compter sur elle. Elle peut faire un très joli score dans les Hauts-de-France.
Alors, c'est effectivement, on en a parlé quelques fois, la surprise, parce que quand il y a 70% des personnes interrogées disent qu'ils veulent pas un nouveau deuxième tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen, oui, il est probable qu'un visage puisse apparaître. Et dans les visages qui apparaissent, tu viens d'en faire allusion, qui est Najat Vallaud-Belkacem, qui avait un peu disparu. On voyait un peu son conjoint sur les plateaux de télé, mais elle, hop, on ne la voyait pas trop. Elle était repartie dans le milieu associatif, sauf erreur de ma part. Et voilà qu'elle se présente dans cette belle région Rhône-Alpes. Redonne-moi. Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je cherchais Auvergne-Rhône-Alpes. voilà, ces grandes régions qui ne ressemblent pas à grand-chose. Mais donc la voilà face à Laurent Wauquiez. Est-ce que, est-ce que ça peut devenir, alors c'est ma théorie, tu le sais bien, que les régionales seront une forme de primaire, mais est-ce que du coup, ça peut être l'apparition de jeunes femmes, d'hommes mis en orbite? Alors, je pense que les régionales vont favoriser comme les municipales, et notamment vont permettre une meilleure perception et vont favoriser justement des personnalités peut-être nouvelles. Parce que je pense que ceux qui vont aller voter, ce seront ceux sont les plus politisés. Et je pense que les Verts les Verts, je pense pas que les Verts, le RN peut-être, mais pas que, enfin bon, les gens les plus politisés de tous bords vont se mobiliser. Et donc, s'il y a effectivement des nouvelles personnalités, qui sont appréciées par l'opinion, hein, localement, elles pourraient être boostées, elles ou d'autres. Bon, mais moi je suis un peu sceptique sur ces chances, même, beaucoup. En Auvergne-Rhône-Alpes pour différentes raisons, même si je ne connais pas trop l'équation personnelle de la candidate verte. Là aussi, c'est une femme, Nathalie Guilbert, je ne suis pas tout à fait sûr de son nom, et qu'elle va être quand même, elle, boostée par le fait qu'il y a beaucoup de municipalités qui sont passées, de grosses, hein, municipalités qui sont passées chez les Verts, Lyon, Grenoble, Annecy. Et que c'est une région qui, quand on est à gauche, là-bas, dans cette région, ben, c'est très écolo, c'est très vert. Et qu'elle est quand même perçue comme un tout petit dinosaure au féminin d'une époque peut-être un peu révolue Hmm. et qu'elle sort peut-être un petit peu tard, qu'elle aurait peut-être dû travailler de manière plus elle était pas dans une ONG, je précise les choses, elle était dans un elle a travaillé dans un institut de sondage Ah, avant alors, d'en démissionner il y a 6 mois, qui je crois était l'IFOP, sur le développement international, où elle n'apparaissait pas, mais où je pense qu'elle s'est rapidement ennuyée. Heu, voilà, donc je pense qu'elle sort un petit peu trop tard. Je pense qu'elle a aussi beaucoup d'ennemis parce que des gens comme, Collomb, tout ça, lui feront pas de cadeaux. Bon, après Collomb a peut-être pas beaucoup d'impact en termes électoral, mais bon, je suis un peu sceptique honnêtement sur ses chances parce que je pense qu'il y avait un meilleur candidat, PS, qui va l'aider, hein, qui était le président du groupe socialiste Auvergne-Rhône-Alpes, qui est Jean-François Debat, qui est le maire du côté de Mâcon ou j'ai un non, trou là, non, dans un Macron, de Saône-et-Loire, il s'appelle euh, Jean-François Debat. Mais tu vas retrouver ça très vite sur, sur ton smartphone. Jean-François Debat, ou l'on se DEBAT, Jean-François Debat. Tu vas retrouver ça. Donc je pense que ça va être compliqué. Je pense alors, je suis un peu cynique, hein. Bourg-en-Bresse. Voilà, Bourg-en-Bresse, c'est bien la région, hein, c'est là, hein, Oui, c'est oui, ça? parce que Macron, c'est Voilà, dans la Bourgogne. voilà, voilà, hein? Macron, c'est dans la Bourgogne. Voilà, voilà. Donc c'est Bourg-en-Bresse. Ouais, c'est Mais ça. comme ce ne sont pas des régions dont je suis très familier, voilà. Mais il est bien c'est Jean-François Debat. Il est de grande qualité, il est estimé. En Auv Dans cette région, je pense qu'il y a 2 dominantes. Il y a ceux qui vont voter Wauquiez parce que il a été capable, il s'est occupé que de la région, il est quand même sympa localement, il a un petit peu fait oublier son équation politique un peu de l'UMP national, et cetera. Voilà, je pense qu'il aura un bon score. Voilà, et je pense que les Verts vont faire un bon score. Le PS, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Et le risque, enfin, on en parlait avec des collègues, c'est quand C'est même, qu'elle arrive. elle pourrait ne pas atteindre 10, hein, si les Ouais. Verts font un bon score. S'ils font 16-18,
Elle pourrait être entre 9 et 13, hein, 14. Moi, je la vois pas très haut. Mmh. Je sais pas, je peux me tromper, hein. Enfin, on Oui, oui. verra comment ça va évoluer. Voilà, c'est une région compliquée et bizarre, hein. Alors effectivement, en Auvergne, il y a des villes socialistes, il y a Clermont-Ferrand, il y a bon, enfin, c'est à voir et puis bon, C'est c'est une femme, je sais pas, il me semble qu'elle sort un peu tard et puis elle est gênée aux entournures parce que tu as dit au début, on voit beaucoup son conjoint, Boris Vallaud, hein, qui est oui, quand même le numéro 2 du PS, quoi. Voilà et que quelque part alors c'est un couple à la François Hollande et Ségolène Royal, hein, toute proportion gardée. Ils s'entendent, enfin ils s'entendent, ils se sont pas c'est pas un couple brisé, hein, comme Hollande et Royal, mais très longtemps ils étaient ensemble, mais ils étaient en compétition, quoi. Alors ils sont peut-être pas en compétition, ils sont pas dans les mêmes zones, hein. oui, Boris Vallaud, il est dans le des sud-ouest, Landes, il est dans les Landes, hein. les Landes, hein. Il est dans les Landes. Mais bon, ils sont en compétition quand même. Bon, il faut pas tout comparer, hein. Comparaison n'est pas raison, mais bon, je pense que c'est pas facile aussi parce qu'on voilà. Donc je serais assez prudent. Dernier, dernier sujet, Oui? on va revenir un peu sur Emmanuel Macron pour conclure, ce Oh rendez-vous. oui, il le mérite. Emmanuel Macron Mmh. bénéficie, de sondages incroyables. Alors bien qu'au deuxième tour, une petite musique commence à monter, que, les gens de gauche ne pourraient pas voter pour lui, bon, après, sont-ils prêts, ces gens-là, à renverser la République? C'est un autre débat et je pense qu'il est trop tôt pour en parler. Mais néanmoins, il y a un truc qui m'étonne, c'est que quand même les gens, sont mécontents. Il y a quand même des groupes sociologiques comme les étudiants, un certain nombre de chefs d'entreprise, la culture, comme on a vu au César, qui sont très mécontents de la politique actuelle. Mais Tu malgré cherches tout, les macronistes en somme alors? ouais, Tu ouais, cherches c'est les ça. macronistes? Alors, en Mmh. province et en région, ben, c'est comme chercher la pépite d'or. Mais j'arrive pas à comprendre, et tu as peut-être cette explication, entre des sondages très positifs et une image, si on leur ramène sectorielle, très mauvaise. Bon, d'abord, un petit préliminaire, je pense que ça peut évoluer. Un sondage vient de sortir à l'instant enfin il y a quelques heures, qui a été fait avant les annonces d'hier. Mais qui tiennent compte un petit peu des cafouillages déjà je pense, du vaccin, de l'AstraZeneca, et cetera. Ils sont en baisse, -3, hein, aussi bien Macron que Castex. Macron 40, enfin, il a baissé pour la première fois, alors qu'il y avait une série de hausses, hein. Bon, et donc là, on parle aujourd'hui, mais bon, il faut voir comment cette semaine folle-là va se traduire dans les sondages. Il n'est pas exclu que d'ici 8 jours, 15 jours, hein, quand l'opinion sera dans le troisième confinement hybride, hein, qu'il y ait une autre perception, hein. Et je pense que le passif va s'alourdir, notamment auprès de catégories qui se tiennent. Parce que ce que je voulais te dire là, c'est qu'il a un socle, revenons sur l'essentiel, il a un socle qui est beaucoup plus large que celui de Nicolas Sarkozy et de François Hollande par rapport à dans leur camp respectif. Il a un socle qui regroupe, qui peut pas se réduire tant que ça, parce qu'il est un petit peu l'addition du courant européen, très pro-européen en France. Et ça représente, autrefois Jean Le Canuet, Jacques Barrot, aujourd'hui Jean-Louis Bourlange, tous ceux qui sont pour que l'Europe avance. Centre droit, centre gauche. Simone Veil, et cetera. Ça, c'est 15 automatique. Et ça, quoi qu'il fasse, ces gens-là seront toujours pour lui parce que c'est le plus européen des candidats. Il est candidat. Quoi qu'il fasse, même s'il fait des bévues, et cetera. Ça, il l'a préempté, cet électorat. Mmh. Moi, j'étais fasciné dans son meeting à la porte de Versailles, quand il s'est lancé, quand il y a eu ce moment du discours où il a exalté l'Europe et où il y a eu des drapeaux européens. J'avais jamais vu ça chez Sarkozy, et jamais j'avais vu ça chez François Hollande. Il a arrimé cet électorat, qui n'est pas important en France, mais qui existe, Mmh. de pro-européens. C'est les fédéralistes, c'est les intégrateurs, ceux qui veulent une Europe plus intégrée. Enfin, il y a tous les degrés, hein. Mmh. Et lui, il incarne, nonobstant ses relations compliquées avec Madame Merkel, ses échecs, ses cafouillages, y compris sur le vaccin. Il l'incarne, voilà, il est considéré comme le plus européen. Ça, c'est 15. Après, des gens peut-être que tu fréquentes moins parce qu'ils sont moins protestataires et ils ne sont pas dans les catégories que tu as énumérées, des cultureux, des agriculteurs, etc. Mais c'est la petite
la moyenne bourgeoisie, ce qu'on appelait, c'est un terme qu'on n'emploie plus aujourd'hui, la bourgeoisie provinciale. Les notaires, les professions libérales, enfin bon, ils peuvent critiquer, gueuler, mais personnes âgées, les gens qui ont des retraites, les retraités qui ont moins de soucis de revenus, bon, cet électorat de centre droit, de droite modérée, qui déteste les excès, qui déteste toute offre alternative à Macron. Socialistes, c'est impossible. On les a assez vus. Marine Le Pen, c'est impossible. À droite, ils ne s'entendent pas. Ils ont été déçus, sont toujours déçus par la bagarre qu'il y a eu avec Fillon, etc. Donc, ils sont là et ils soutiennent. Et là, c'est au moins 10%, 10-15%. Hein. Ça, je dirais presque autant. 15 plus 15, 30. Pour arriver à 40, tu as ces 10% de Français, alors, qui sont y compris dans les domaines que tu as cités, les agriculteurs, les cultures ou des jeunes, etc., mais qui vont être légitimistes, qui préfèrent lui à toute autre solution parce qu'il personnifie ce qu'on a, et puis qui bénéficie aussi d'une équation de jeunesse, d'une image de jeunesse et de dynamisme, et qui ringardise un petit peu toutes les offres. Tu vois bien quand on le compare avec d'autres. Xavier Bertrand, oh, il n'a pas d'allure, il n'est pas charismatique. Ah, oh, Hidalgo, oh, elle va jouer sa carte femme contre lui. Très difficile il n'y a que Marine Le Pen, mais sur une thématique très clivante, qui peut lui faire face. Il n'y en a pas d'autres. Ça, c'est 10%. 15, 30, 40. Nous sommes à 40. Voilà un petit peu ma sociologie. Mais je termine en disant que ça peut évoluer, et ça va évoluer peut-être à son détriment dans les 3 prochaines semaines, parce qu'il va y avoir des franges de ces électorats différents qui vont être déçus. Et notamment dans la catégorie, je pense, de droite, CSP+, monde des affaires, etc. Je pense qu'il aura beaucoup péché cette semaine par le fait d'avoir réagi comme un vulgaire sous-ministre de la Santé ou chef de bureau quand il a dit « j'arrête le vaccin ». Dans tous les autres pays européens, ça n'a jamais été le Premier ministre ou le Président de la République. On a fait faire ça par le ministre de la Santé. Il s'est doublement exposé. Il a parlé à un niveau qui ne devait pas lui correspondre. Ça aurait dû être le ministre de la Santé, il aurait dû se protéger. Et deux, il a paru céder à l'oukase de Berlin, de l'Allemagne. Et il s'est fait piéger par l'Allemagne. Et ça, c'est gravissime. Et ça lui sera reproché par, je vous le garantis, s'il y a un second tour et un débat avec Marine Le Pen, elle saura répéter cet épisode. Oui, c'est une perte de souveraineté. Ah oui. C'est une perte de souveraineté, oui. Ah oui. Ça, je pense que c'est peut-être pas mortel, mais c'est une première très grosse gaffe que ses adversaires ont bien notée et qui sera montée en épingle, je te le garantis, dans les moments cruciaux. Effectivement. Je n'avais pas poussé le raisonnement jusque-là. Effectivement, j'avais analysé que c'était à la suite des Allemands et qu'en fait, il n'y avait plus le choix quelque part. Mais effectivement, ça peut apparaître comme une perte de souveraineté, effectivement. Bah, encore merci Philippe Rier. De rien, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Merci, journaliste politique. Merci pour tes analyses, ils sont toujours enrichissants. Merci à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. On les salue bien fort, ils sont de plus en plus nombreux. Ah oui, on vous salue, hein, passionnez-vous sur toutes ces questions, informez-vous de tous les côtés, mais informez-vous. Et puis, bon, voilà, c'est passionnant quand même. On vit des moments historiques passionnants. Bah, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Je te salue, Philippe Rier, journaliste politique, et je te dis à bientôt. À bientôt, ok Lionel, bonne soirée. Bonne soirée.